chez moi et donc je vais commencer le cours. D'accord, monsieur. D'accord, ça va. Les autres, peut-être, ils pourront nous rejoindre par la suite. Mhm. Comme je le disais hier, je m'appelle Patient Koubouya. Je suis ingénieur civil congolais. J'ai fini en RDC et pas plus tard que l'année passée, je suis allé en Chine pour ma formation de master en ingénierie des structures. Et au mois de janvier, j'avais été invité au Cameroun pour aller enseigner le cours. C'est un cours, entre autres, calcul des structures 2 que j'ai donné en niveau 3 au niveau du campus de Banganté. Et pendant que j'étais déjà rentré chez nous, on m'a notifié que vous avez déjà commencé le programme des cours en ligne et que je pouvais vous enseigner le cours des structures 2, particulièrement beaucoup plus pour le niveau 3 des campus de Yaoundé et de Douala. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons déjà pris le programme avec le directeur de la scolarité, M. Toko, et en contact avec M. Ndiamen Yves, qui est le chargé d'informatique de l'université. Et grâce à la technologie, nous pouvons déjà commencer notre cours de calcul des plaques et des coques. Tel que vous le voyez, le support que nous allons utiliser pour le cours, c'est un support de cours manuscrite qui constitue les notes du docteur Diuta. Et c'est effectivement les mêmes notes que j'avais utilisées pour donner le même cours au campus de Banganté. Cependant, dans le groupe WhatsApp, je vais vous envoyer d'autres fichiers qui pourront vous permettre de vous documenter beaucoup plus par rapport à certaines notions que peut-être nous ne saurons pas toucher dans le cours compte tenu du temps, parce que le cours, il est de 40 heures. Alors, dans les documents que je vais envoyer, la grande partie, ça sera des documents en anglais. Et tel que je le disais à vos camarades de Banganté, aujourd'hui, presque tout se fait en anglais, la recherche, la science, même la politique et tout. Et donc, en tant que scientifique et futur chercheur, vous êtes appelé au moins à apprendre l'anglais. Heureusement que votre pays est bilingue, français et anglais. C'est vrai que vous êtes dans la partie francophone, Oui, oui, mais vous devriez faire un grand effort pour apprendre l'anglais. Moi, oui. je D'accord. viens d'un pays pratiquement francophone, mais à un certain moment, lorsque nous nous sommes rendus compte de l'importance de l'anglais, nous avons été obligés de l'apprendre. Et donc, à vous aussi de faire des efforts, hein, surtout que pour ceux qui voudront peut-être envisager de poursuivre avec les études post-universitaires. En tout cas, les grandes opportunités de bourse sont en anglais et on exige de fois des tests internationaux d'anglais. Et donc, c'est très important dans ce cadre-là. Alors, s'il m'est permis de commencer déjà avec le cours s'intitule Structure 2. Structure 2, et tel que je l'avais déjà dit hier, le cours va consister à faire le calcul des plaques et des coques. Calcul des plaques et des coques. Et comme vous le savez, l'objectif principal des cours des structures, c'est que nous devons prendre une structure, la modéliser, et après avoir modélisé la structure, le premier objectif, c'est de déterminer ce qu'on appelle les équations différentielles du système, et en cas d'espèce pour des problèmes complexes comme un problème de plaques et d'écho qui sont des structures spatiales, il s'agira des équations aux dérivées partielles. Donc, il faudra établir les équations aux dérivées partielles d'une plaque ou d'une coque. Ça, c'est le premier objectif.
Le deuxième objectif, il faudra que nous puissions intégrer cette équation aux dérivés partiels qu'on appelle généralement EDP pour déterminer l'inconnu principal qui est généralement le champ de déplacement. Ça veut dire qu'il faudrait que nous puissions déterminer les déplacements de la plaque ou de la coque lorsqu'elle est chargée par un système de force bien donné. Alors, pour être à mesure d'intégrer cet EDP, comme vous le savez, à partir des bases mathématiques, il faudrait prendre en compte ce qu'on appelle les conditions aux limites. Et pour des problèmes qui varient en fonction du temps, il faudra prendre en compte ce qu'on appelle les conditions initiales. Et ça, c'est beaucoup plus pour les problèmes de dynamique des structures. Alors, à part ça, le troisième objectif va alors consister à déterminer ce qu'on appelle les inconnus secondaires. Ici, en cas d'espèce, les contraintes qui sont les sollicitations internes de la structure. Et c'est généralement à partir de ces contraintes que nous allons faire ce qu'on appelle le dimensionnement. Si vous avez déjà fait le cours de béton 1 ou même béton 2, vous pourriez utiliser certains formulaires et certaines abacs pour déterminer les contraintes ou les moments à partir des chargements extérieurs, mais on ne vous a pas expliqué comment déterminer ces moments. Et dans le cadre de ce cours, l'objectif ultime sera de déterminer les flèches, les contraintes. Alors, les flèches vont nous permettre généralement de faire ce qu'on appelle les dimensionnements aux états limites de service. Ça veut dire qu'il faudra vérifier que une fois que la plaque est chargée, elle puisse ne pas dépasser les flèches admissibles pour être à mesure de remplir correctement ses fonctions de service. Alors, l'autre type de dimensionnement, c'est le dimensionnement aux états limites ultimes. Et à ce moment-là, il faudra déterminer les contraintes et prendre garde à ce que ces contraintes restent inférieures aux contraintes que la structure peut supporter, qu'on appelle les contraintes admissibles. Et en cas d'espèce, actuellement, on n'utilise plus la théorie des contraintes admissibles, mais on utilise plutôt la théorie des états limites. Et dans la théorie des états limites, on va calculer ce qu'on appelle les sollicitations agissantes qui seront dues aux charges extérieures que subit la structure, que nous allons comparer à ce que l'on appelle les sollicitations résistantes. Ça veut dire les capacités que le matériau présente pour résister aux efforts extérieurs. Et les vérifications globales seront que les sollicitations générales agissantes doivent rester inférieures aux sollicitations générales résistantes pour que la structure soit à mesure de tenir une fois qu'elle est chargée lors du service. Et tel que vous l'aviez vu en résistance des matériaux, l'équation générale qui gouverne la poutre, c'est l'équation moment égal à EI multiplié par Y'. Y', c'est ce qu'on appelle la courbure de la poutre. EI, c'est ce qu'on appelle la raideur de la poutre. Et M, c'est les moments tels que vous pouvez le voir sur l'écran. Alors, c'est ça l'équation, en fait, différentielle qui régit la poutre. Et telle que vous le voyez, c'est une équation différentielle ordinaire parce que le problème est donc, dans la première partie de la séance, nous venons plus ou moins de présenter les quelques définitions. Entre autres, nous avions présenté ce qu'une plaque
nous avions J'ai établi... la foi, je ne parviens pas encore. Essaye de contacter M. Ndiamen, c'est lui qui va t'aider parce que là, le cours a déjà commencé. Alors, tel que je le disais, nous venons déjà de Oui, finir l'introduction où nous avions présenté les objectifs du cours ainsi que le contenu du cours. Nous avions commencé la première partie qui est le calcul des plaques. Et cette première partie consiste aussi en deux grandes parties. Et nous étions déjà en train de commencer avec la première partie qui est le chapitre premier consacré à la théorie des plaques. Théorie complète des plaques dans les hypothèses de Reissner-Mendlin. Oui. Et nous venions tout justement de finir avec la présentation de quelques définitions. Et là, nous avions défini qu'est-ce qu'une plaque. Nous avions défini l'épaisseur de la plaque. Nous avions défini ce qu'on appelle les feuillets ou plan moyen, qui est un élément très important. Ça veut dire c'est le plan qui est à mi-distance. On n'avait pas suivi toutes ces définitions. Hein. Ah bon? Comment ça? Non, non, non. Je vous assure, il y a eu un problème de son pendant au moins plus de 20 minutes. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne vous a pas suivi quand vous avez dit que vous revenez dans 5 minutes. Donc, c'est sûr que vous avez peut-être parlé pendant un bon moment et nous, on n'entendait rien. Oh, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait alors qu'on fasse? Ah, je ne sais pas. Peut-être, bon, qu'on reprenne peut-être au niveau des définitions. Comme il s'agit des définitions, vous allez alors lire, s'il vous plaît, dans le support de cours. Lire, oui, justement. D'accord, et donc, d'accord. là, l'élément le plus important sur lequel je vais revenir, c'est ce qu'on appelle le feuillet moyen. Les feuillets moyens, tels que vous voyez la plaque que je viens de pointer, le feuillet moyen, c'est le plan à mi-hauteur des deux extrémités. Alors, dans le calcul de la plaque, nous allons beaucoup plus nous intéresser à calculer tous les paramètres de la plaque par rapport aux coordonnées du feuillet moyen. Alors, un autre élément très important, c'est que nous avions différencié entre une plaque mince et une plaque épaisse. Et là, nous avions dit que la grande différence réside au niveau du rapport entre l'épaisseur de la plaque et la plus grande longueur de la plaque. Et à ce moment-là, pour ce qui concerne les plaques minces et plaques épaisses, nous avions dit que les plaques épaisses seront calculées par la théorie complète dans les hypothèses de Reissner-Mendlin, tandis que les plaques minces seront calculées dans la théorie simplifiée dans les hypothèses de Kirchhoff-Loewe. Alors, l'avantage de la deuxième théorie, qui est la théorie simplifiée, c'est que la grande majorité des plaques qui se retrouvent dans la nature, telles que vous allez le voir, ce sont des plaques minces. Et donc, les théories que nous allons faire avec les plaques minces, ce sont des théories qui sont acceptables dans la pratique. Vous allez même vous rendre compte que presque toutes les théories qui vous sont présentées dans les cours des bétons armés, les résultats sont des résultats des calculs des plaques dans la théorie simplifiée. Alors, après avoir fini avec la présentation des définitions, c'est sur ces slides que vous allez voir les grandes définitions. Alors, nous allons déjà commencer avec le vif de cette première partie. Ça veut dire, dans la théorie complète des plaques, nous allons présenter quelques théories qui vont nous permettre d'établir les équations aux dérivées partielles. Tel que je vous l'avais dit, l'objectif, c'est de déterminer les équations aux dérivées partielles. Premier objectif. Deuxième objectif, intégrer ces équations aux dérivées partielles pour déterminer les expressions des déplacements. Et le troisième objectif sera de déterminer ce qu'on appelle les inconnus secondaires, qui sont les contraintes généralisées à partir des déplacements. Alors, ici, nous présentons plus ou moins un élément de plaque. Et comme je vous avais dit,
l'étude va se faire au niveau du plan du feuillet moyen. Et à ce niveau-là, nous présentons un système d'axes X1, X2 et X3. X1 et X2, ce sont les axes dans les plans du feuillet moyen, tandis que X3 sera l'axe perpendiculaire au plan du feuillet moyen. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce qui concerne le feuillet moyen pour l'étude de ces déplacements? C'est que le feuillet moyen aura la possibilité soit de subir des translations, ça veut dire l'augmentation ou la diminution de sa longueur dans les directions X1 et dans la direction X2. Et ce sont les déplacements que nous avions notés, grand U1 et grand U2, et ceux-là seront fonction de X1 et X2, tandis qu'il peut aussi subir deux sortes de rotations. Une première rotation autour de l'axe X1 qui est noté θ2. Pourquoi on note ça θ2? Parce que c'est une rotation qui tend à tendre, disons, à courber la plaque telle que l'axe X2 aura tendance à se croiser avec l'axe X3. Nous avons une deuxième rotation, une rotation suivant l'axe X2 qui sera la rotation θ1. Alors, et donc, le plan du feuillet moyen où tout point du feuillet moyen aura la possibilité soit de subir des déplacements dans les sens des X1 qui seront des translations ou bien évidemment des rétrécissements en cas de compression et une deuxième translation dans l'axe X2 qui sera aussi une translation ou bien évidemment un rétrécissement en cas de compression. Et enfin, nous aurons deux rotations, une rotation suivant l'axe de X1 qui sera notée θ2 et une rotation suivant l'axe de X2 qui sera notée θ1, mais aussi en fin de compte, le plan du feuillet moyen aura la possibilité de subir un déplacement transversal, ça veut dire suivant l'axe de X3 que nous allons noter oméga. Alors, à partir maintenant de ces coordonnées du feuillet moyen, il faudra être à mesure d'établir la relation entre les déplacements d'un point qui n'est pas dans le feuillet moyen, ça veut dire d'un point courant de la plaque en fonction des paramètres du feuillet moyen ainsi que de la côte de ces points. Est-ce que nous sommes encore ensemble? Oui, monsieur. Ok, d'accord. Et donc, comme j'étais en train de le dire au début, toutes les composantes du calcul vont dépendre des coordonnées X1 et X2 et pas de la côte où se trouve un point bien donné. Et donc, nous allons faire une étude où tous les paramètres vont dépendre des coordonnées des points du plan ou des points de la plaque dans le plan du feuillet moyen qui est le plan en cas d'espèce par rapport à notre schéma, le plan X1, X2. Alors, une remarque qu'il faut noter, c'est que le sens des rotations θ1 et θ2 impose un gauchissement de la déformée globale de la plaque. Et donc, si la structure était plane avant déformation, elle sort du plan après déformation. Alors, je vais rentrer un peu en arrière pour activer ma caméra pour que je puisse vous montrer quelque chose pratiquement. Alors, est-ce que vous me voyez maintenant?
Oui, oui, oui. OK. Vous voyez le cahier que je tiens entre mes mains? Mhm. OK. Considérons par exemple que ce cahier soit une plaque dont on est en train de parler et en cas d'espèce, une plaque rectangulaire. OK. Alors, ce que nous avions appelé les deux plans qui séparent la plaque, ce sont les couvertures du cahier en question. Ça veut dire ça, c'est le premier plan d'extrémité et ça, c'est le deuxième plan d'extrémité. Et les deux plans sont bien évidemment perpendiculaires. La distance entre les deux plans, c'est ce que nous avions appelé épaisseur de la plaque. Vous voyez? Oui, oui. Et donc, en cas d'espèce, par exemple, pour une dalle, cette épaisseur-là peut être de 12 mètres, de 12 cm, pardon, de 15 cm et même de 20 cm pour, par exemple, le cas de certains ponts. Alors, à ce moment-là, il y a aussi un autre élément très important, c'est le système d'axes que je viens de présenter. Si nous considérons, par exemple, la plaque comme ceci, ça, nous pouvons appeler l'axe de X1, ça veut dire un axe du plan du feuillet moyen. Et ça, là, nous allons appeler, par exemple, un axe X2. Ce sont, alors, l'axe X1 et X2, le plan formé par les deux axes, c'est ça ce qu'on va appeler le plan du feuillet moyen. Le feuillet moyen étant tout simplement le plan situé à mi-hauteur des deux extrémités. Alors, nous allons avoir un troisième axe que j'ai noté, X3. C'est plus ou moins l'axe perpendiculaire au plan du feuillet moyen. OK? D'accord, d'accord. Et comme je le disais, lorsque nous allons faire l'étude, tout ce que nous allons faire seront, tous les paramètres que nous allons calculer seront fonction des deux coordonnées X1 et X2, de telle sorte que le plan du feuillet moyen aura la possibilité de subir des déplacements tels que je vais vous les présenter. Ça veut dire, ça aura la possibilité soit d'une translation suivant l'axe X1, ça veut dire si la translation, la longueur suivant cet axe-là, c'est la longueur A, la tendance générale sera que le feuillet moyen augmente de longueur dans le sens de la direction X1. C'est ce qu'on va appeler grand U1. Nous avons un deuxième déplacement suivant l'axe de X2, et la tendance générale sera soit un allongement ou un rétrécissement de la longueur de la plaque dans la direction de X1. Mais à part les deux translations, il y a la possibilité d'une translation suivant l'axe perpendiculaire au plan du feuillet moyen. Et ça sera d'ailleurs ça le paramètre le plus important que nous allons appeler la flèche, que nous allons généralement noter W. À part ça, nous aurons aussi deux rotations. Une première rotation suivant l'axe de X1, voilà X1, et la première rotation va tendre à courber la plaque telle que je viens de vous le présenter. Et comme vous le voyez, normalement, une rotation, elle est suivant la direction perpendiculaire. Si nous sommes dans l'axe X1, la rotation sera perpendiculaire à l'axe X2. C'est pourquoi dans la direction X1, la rotation sera notée θ2, tandis que quand vous allez dans l'axe X2, la rotation sera plutôt selon la direction X1. C'est pourquoi nous allons la noter θ2. Disons θ1, et en cas d'espèce, vu le sens des signes, on va noter moins θ1. Et donc, en toute globalité, la plaque en question aura la possibilité soit d'avoir une translation dans le sens de X1, ou bien une translation dans le sens de X2, ou bien une première rotation dans le sens de X1, et cette rotation-là sera portée par l'axe X2, c'est pourquoi on va la noter θ2, et une deuxième rotation suivant l'axe de X2,
et cette rotation sera portée par l'axe X1. C'est pourquoi on va la noter moins θ1, moins, c'est lié plus ou moins au sens de ce qu'on appelle les trièdres directs. Alors, à part les deux translations et les deux rotations, nous aurons alors une translation suivant l'axe perpendiculaire au plan du feuillet moyen. Et cela, suivant X3, c'est ce que nous allons appeler la flèche même de la plaque. Ça sera vraiment parmi les paramètres les plus importants dans les calculs de la plaque. Et donc, ça, c'est plus ou moins les coordonnées du feuillet moyen. Alors, maintenant, dans la suite, nous allons chercher à établir la relation entre les déplacements d'un point donné de la plaque en fonction des paramètres du feuillet moyen que nous venons de présenter. Donc, je vais éteindre la vidéo et rentrer au document PDF. Et donc, je viens déjà d'expliquer que les rotations du plan du feuillet moyen seront notées, disons les translations U, ça sera U1, U1 étant la translation suivant l'axe des X1, U2 étant la translation suivant l'axe des X2, et U3 que nous allons généralement noter W qui est la flèche, qui est la translation suivant l'axe des X3. Alors, à part les translations, nous aurons les rotations. Et par rapport aux rotations, nous avions vu que dans la direction des X1, la rotation est plus ou moins perpendiculaire à l'axe des X2. C'est pourquoi la rotation dans cette direction sera notée θ2, tandis que dans la direction des X2, la rotation sera portée par l'axe X1, c'est pourquoi on va la noter θ1, mais en vertu du sens du trièdre direct, on va noter moins θ1. Et donc, les paramètres du feuillet moyen sont trois translations, une translation U1 suivant l'axe des X1, une translation U2 suivant l'axe des X2 et une translation U3 qu'on va noter oméga suivant l'axe des X3 qu'on appellera généralement la flèche ainsi que voilà, le vecteur de rotation qui sera constitué d'une rotation θ2 dans la direction des X1, d'une direction moins θ1 dans la direction des X2. Il n'y aura pas de rotation dans la direction de X3. Ça veut dire la plaque n'a pas la possibilité de roter autour de l'axe X3. Alors, de façon explicite, maintenant, lorsque nous avons un point bien donné de la plaque des coordonnées X1, X2 et X3, qui est situé à une certaine côte X3, les coordonnées de ces points-là peuvent être obtenues à partir des coordonnées, du plan du feuillet moyen. Et à ce moment-là, nous aurons que si nous appelons petit U1, là, il faut différencier entre les petits U et les grands U. Les grands U, ce sont les translations suivantes, les translations dans le plan du feuillet moyen, tandis que les petits U, ce sont les déplacements généraux d'un point courant qui peut ne pas se retrouver dans le plan du feuillet moyen. Et ce point-là sera repéré par rapport à sa côte X3, qui sera la distance suivant l'axe X3 du point en question par rapport au plan du feuillet moyen. Alors, selon les équations de la mécanique des milieux continus ou la mécanique des solides, nous pouvons déterminer que la translation d'un point, la translation suivant l'axe de X1, U1 sera égale à grand U1 plus X3 multiplié par θ2. Ça veut dire nous avons une certaine rotation et une certaine translation. Et lorsque nous allons à une certaine côte X3, nous allons retrouver que
le déplacement sera alors le déplacement des translations du plan du feuillet moyen dans la direction 1 multiplié plus la cote de ce point multiplié par la rotation suivant l'axe X1. Et là, je vous avais dit que la rotation suivant l'axe X1 est portée par l'axe, la direction de X2. C'est pourquoi on écrit θ2. Pour ce qui concerne maintenant le déplacement dans l'axe X2, ce déplacement-là sera égal à déplacement la translation dans l'axe 2 moins x3 multiplié par θ1. Le moins, c'est tout simplement lié au fait que la rotation suivant l'axe x2 est portée par l'axe x1 et suivant l'essence du trièdre direct, il est dans le sens négatif. C'est pourquoi il est porté par moins multiplié par x3 qui est la cote. Un peu plus tard, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a x3 multiplié par la rotation. Alors, maintenant, la flèche qui est la coordonnée U3 sera égale à oméga. Et là, ça sera tout simplement oméga parce que je vous ai dit que la plaque n'a pas de possibilité de roter autour de l'axe X3. Et donc, en tout point, on suppose plus ou moins que l'épaisseur ne varie pas en fonction du point où on se retrouve et même en fonction du chargement. Et donc, une fois que nous avons déjà établi ces relations entre les déplacements d'un point quelconque et les déplacements des points du feuillet moyen, nous allons alors établir ce qu'on appelle les expressions de déformation. Ça, ce sont des déplacements qui vont engendrer alors les déformations de la structure ou de la plaque. Alors, il est chez moi, par rapport à votre temps, en 16 heures juste, et donc je vous donne encore une petite pause de 5 minutes. Le temps de continuer à sensibiliser vos camarades qui ne sont pas encore là pour leur demander de rejoindre. Il y a l'un d'entre eux qui est arrivé. OK. Et donc, à 16h05, nous allons encore reprendre. D'accord. Ateba, tu es là, non? D'accord, monsieur. J'étais donc en train d'expliquer comment établir une relation entre les déformations et les déplacements. Et pour ce qui concerne la relation entre les déplacements et les déformations, en mécanique des milieux continus, nous avions vu que epsilon c'est égal à 1 demi gradient de U plus transposé de gradient de U en théorie de l'hypothèse des petites déformations. Et donc, en ce moment-là, nous avons que U, c'est le déplacement qui a un tenseur d'ordre 1 et epsilon, ce sont des déformations qui sont des tenseurs d'ordre 2. Alors, je vais vous rappeler que nous avions déjà établi les relations entre petit U1 et grand U1 et θ. Et les relations, c'était que petit U1, c'est égal à grand U1 plus X3 θ2. Petit U2, c'est égal à grand U2 moins X3 θ1. Et petit U3, c'est égal à oméga. Alors, avec ces relations, l'expression 2 fois epsilon égale gradient de U plus transposé des gradients de I peut s'écrire sous forme indicielle epsilon IJ égale à 1 demi U petit I virgule petit j plus UJI. Donc ça c'est la forme indicielle. Avec cette forme indicielle, il faut noter que lorsqu'on écrit U petit I virgule petit j, cela veut dire tout simplement dérivé de petit UI
par rapport à xj. Je ne sais pas, jusque-là, on est encore ensemble. Nous sommes ensemble, monsieur, mais c'est comme si l'image est figée et on ne... Ok, d'accord. Je crois que c'est sur cette image ici que j'ai envie de donner des explications. Vous ne voyez pas l'image et mon curseur? Si, on la voit. Okay. Alors, donc la relation entre les déformations et les déplacements, c'est la relation epsilon égale 1/2 gradient de U plus transposé des gradients de U. Et sous forme indicielle, on peut écrire epsilon ij égale à 1/2 U petit i virgule j plus U petit j virgule i. Alors, avec ces relations, nous pouvons donc écrire que epsilon 1, ça sera, vous venez dans l'expression de epsilon ij, vous remplacez i par 1 et j par 1. Et donc, vous aurez epsilon 1 égale à petit u 1,1 plus petit u 1,1 et cela vous permet de retrouver l'expression epsilon 1 égale à U1, petit U1,1, ce qui va donner dérivée de U1 par rapport à X1. Et comme nous avons l'expression de petit U1, c'est égal à grand U1 plus X3 grand θ2, nous savons que tous les paramètres U1, θ1, θ2, U2 et oméga sont fonction de X1, X2. Et donc, pour dériver U1 par rapport à X1, vous aurez grand U1 dérivé par rapport à X1 plus X3 fois θ2 dérivé par rapport à X1. Là, nous appliquons tout simplement la formule qui dit que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Alors, pour déterminer epsilon 2, nous appliquons la même formule. Nous venons dans U, dans epsilon ij, où nous remplaçons i par 1 et j par 1. Et nous aurons donc epsilon 2 égale à U2, 2, qui est la dérivée de U2 par rapport à X2. Et cela va nous permettre d'avoir que la dérivée de U2 par rapport à X2, ça sera égal grand U2 dérivé par rapport à X2 moins X3 fois θ1 dérivé par rapport à X2. Alors, la même relation peut être utilisée pour déterminer epsilon 3 et nous aurons donc epsilon 3 égale à U3 dérivé par rapport à 3, ce qui va donner oméga dérivé par rapport à 3. Mais lorsque vous dérivez oméga par rapport à 3, la dérivée de oméga comme oméga est une fonction de x1 et x2, sa dérivée par rapport à x3 sera égale à 0. Alors, la même relation peut être utilisée pour déterminer epsilon 2. Il suffit juste d'entrer dans l'expression de epsilon ij et vous remplacez i par 1 et j par 2. Et à ce moment-là, vous aurez que 2 fois epsilon 2 sera égal petit u 1 dérivé par rapport à x2 plus petit u2 dérivé par rapport à x1, ce qui va donner, si vous dérivez petit u1 par rapport à x1, vous allez avoir grand u1 par rapport à x2 plus x3 θ2 dérivé par rapport à x2. Si vous dérivez petit u2 par rapport à x1, vous aurez grand u2 par rapport à x1 moins x3 θ1 dérivé par rapport à x1. Alors, cela vous nous permet d'avoir l'expression que voici ici. Ça veut dire epsilon 2, c'est égal à grand U1 dérivé par rapport à x2 plus grand U2 dérivé par rapport à x1, le tout divisé par 2, plus x3 qu'on peut mettre en évidence. Et là, nous restons avec θ2 moins θ1, le tout divisé par 2. Alors, pour déterminer epsilon 3, nous appliquons la même formule. Nous entrons dans la relation de epsilon ij,
où nous remplaçons I par 1 et J par 3. Et à ce moment-là, nous aurons epsilon 1, 3. Ça sera égal petit U1 dérivé par rapport à 3, à X3, plus petit U3 dérivé par rapport à 1, le tout divisé par 2, ce qui sera égal à, rappelez-vous que petit U1, c'est égal à grand U1 plus X3 plus X3 état 2. Alors, avec cette relation, ça nous permet de tirer que lorsque vous dérivez petit U1 par rapport à X3, lorsque vous allez dériver grand U1 par rapport à X3, ça va donner 0 parce que U1 est une fonction de X1 et X2 et donc ça ne dépend pas de X3. Mais lorsque vous prenez X3 θ2 que vous dérivez par rapport à X3, rappelez-vous que la dérivée de X par rapport à X, c'est égal à 1. Et donc, lorsque vous dérivez X3 par rapport à X3, vous aurez 1 et vous restez donc avec θ2 plus, lorsque vous dérivez U3 par rapport à 1, rappelez-vous que le petit U3, c'est égal à quoi? C'est égal à oméga. Et donc, petit U3 dérivé par rapport à X1, ça sera tout simplement oméga dérivé par rapport à 1 et le tout divisé par 2. La même logique lorsque vous appliquez à epsilon 2, 3, vous allez retrouver que epsilon 2, 3, c'est égal à U2 dérivé par rapport à X3 plus U3 dérivé par rapport à X2, le tout divisé par 2, ce qui va vous donner moins θ1 plus oméga dérivé par rapport à 2, le tout divisé par 2. Et donc, avec ça, nous venons déjà d'établir les relations entre les déformations et les déplacements. Et nous avions trouvé que epsilon 1,1, c'est égal à U11 plus X3 θ2, 1. Epsilon D2, c'est égal à U22 moins X3 θ1, 2. Epsilon 3,3, c'est égal à 0. Epsilon 1,2, c'est égal U12 plus U21 divisé par 2, plus θ2 moins θ11 divisé par 2, le tout multiplié par X3. Epsilon 1,3, c'est égal à θ2 plus oméga 1, le tout divisé par 2. Epsilon 2,3, c'est égal moins θ1 plus oméga, virgule 2, le tout divisé par 2. Alors, une chose qu'il faut noter ici, c'est que quand on écrit un élément et qu'on met une virgule, puis on met soit 1, soit 2, soit 3, ou par exemple J en globalité, comme U, I virgule petit j, cela veut dire tout simplement que ça, c'est la dérivée de UI par rapport à XJ. Nous sommes ensemble? Oui, nous sommes ensemble, prof. Ok, d'accord. Alors, une fois que nous avions établi l'expression de epsilon, rappelez-vous que nous pouvons écrire epsilon sous la forme. Attends, je vais vous montrer. Et donc, sous forme matricielle, nous pouvons écrire que epsilon, c'est égal à epsilon 1,1, epsilon 1,2, epsilon 1,3, epsilon 2,1, epsilon 2,2, epsilon 3,3, epsilon 3,1, epsilon 3,2, epsilon 3,3, de telle sorte que lorsque vous avez epsilon IJ, c'est tout simplement une matrice d'ordre 3 où I représente les numéros de la ligne et J représente le numéro de la colonne. Et donc, lorsque vous avez par exemple epsilon 2, 3, ça veut dire que c'est le epsilon qui se retrouve dans la matrice du tenseur de déformation à la ligne 2 et à la colonne 3. C'est ainsi que ça se retrouve à ce niveau-là, la deuxième ligne et la troisième colonne. Lorsque vous prenez par exemple l'élément epsilon 3, 1,
c'est tout simplement l'élément qui se retrouve à la troisième ligne. Vous voyez, première colonne. Vous voyez la première colonne. Alors, rappelez-vous que dans les slides que nous venons de suivre tantôt, dans ce slide, nous avons déjà calculé epsilon 1,1, nous avons déjà calculé epsilon 2,2, nous avons déjà calculé epsilon 3,3, nous avons déjà calculé epsilon 1,2, epsilon 1,3 et epsilon 2,3. Alors, une autre chose qu'il faut noter, c'est que la matrice du tenseur des déformations, c'est une matrice symétrique. Qui veut dire matrice symétrique? Ça veut dire que lorsque vous calculez epsilon ij, c'est égal à epsilon ji. Ça veut dire, lorsque vous permettez la ligne et la colonne d'un élément, vous gardez le même élément. Alors, avec ces propriétés-là, nous pouvons donc réécrire epsilon 1,1, epsilon 2,2, epsilon 3,3, jusqu'à epsilon 2,3 dans la matrice de epsilon que je viens de vous montrer. Et à ce moment-là, nous allons avoir que la matrice epsilon peut se mettre sous la forme. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui... Oui. Peut se mettre sous la forme epsilon égale à t plus k fois x3 plus t. Nous pouvons retrouver que ceci A et B va s'écrire comme ceci. Et donc, avec cette rotation, il y a maintenant des éléments très importants qu'il faut comprendre. C'est que quand vous analysez s'il vous plaît, chers amis, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Si vous êtes dans une place où il y a beaucoup de bruit, arrangez-vous, s'il vous plaît, pour désactiver votre microphone. Cela va permettre que même s'il y a de bruit autour de vous, nous, on ne va pas écouter le bruit que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'on s'entend? On est avec vous, monsieur. D'accord, merci. Donc, Bien, nous allons... monsieur. Donc, nous avions... C'est coupé. Je suis coupé. Allô? Ah, ok. C'est bon, c'est bon. Monsieur. D'accord, merci. On vous écoute déjà, monsieur. D'accord. Nous venons d'établir que le tenseur des déformations peut se décomposer en trois parties. Un premier élément que nous appelons D, un deuxième élément que nous appelons K et un troisième élément que nous appelons B. Alors, en décomposant ceci comme cela, nous allons retrouver que l'expression des deux sera celle-ci, l'expression de K sera celle-ci, ainsi que l'expression de B sera celle-là. Alors, avec ces notations, nous pouvons remarquer une chose, c'est que tous les éléments de D sont fonction des grands U. Or, rappelez-vous, les grands U, ce sont les translations dans le plan du feuillet moyen. Et ça, on va appeler les tenseurs de déformations membranaires. Ça veut dire que ce sont des déformations qui sont liées à l'allongement du plan des éléments dans le plan du feuillet moyen. Lorsque vous analysez l'expression de K, vous allez retrouver que K est fonction de θ. Or, les θ, ce sont des angles de rotation ou angles de courbure. Et donc, on va appeler K le tenseur des courbures. Tandis que si vous analysez B, B sera fonction d'une part de θ, mais aussi des dérivés de oméga. Et B sera plus ou moins ce qu'on va appeler le tenseur des déformations, des glissements ou des distorsions transverses. Alors, ça c'est un élément très important. Dans les slides
suivant, je vais encore y revenir pour vous expliquer alors le sens physique. Je disais que D est appelé les tenseurs de déformation membranaire. Ça veut dire c'est la partie symétrique de gradient de U. Et vous pouvez donc remarquer que si on peut écrire petit d, il peut avoir presque la même formule que celle de epsilon, sauf que là où il y avait petit u, on va remplacer par grand U. Ça veut dire D caractérise tout simplement les déformations de la plaque dans le plan du feuillet moyen. Tandis que K, c'est ce qu'on va appeler tenseur de courbure. C'est la partie symétrique du gradient de la rotation. Ça veut dire que c'est les tenseurs qui regroupent toutes les déformations dues à la rotation de la structure. Et par rapport à la rotation, il y aura la flexion dans un sens et dans le sens X, la rotation dans la direction Y, ainsi que ce qu'on va appeler la torsion. Je vais vous expliquer un peu plus tard le sens physique de tous ces éléments-là. Alors, il y a ce qu'on appelle l'élément B. B, c'est tout simplement ce qu'on appelle le tenseur de glissement ou de distorsion, des distorsions transverses. Et B peut s'écrire en d'autres formes comme phi plus gradient de oméga avec phi, les vecteurs rotation, et gradient de oméga qui sont les dérivés de oméga par rapport aux différentes coordonnées. Alors, avant de passer peut-être à vous expliquer le sens physique de chaque élément que je viens de présenter, je vais vous présenter le sens physique des différentes déformations que nous venons de présenter. C'est que quand on écrit epsilon 1,1, c'est tout simplement la déformation sur le plan perpendiculaire à l'axe 1 dans la direction de x1. Lorsqu'on prend epsilon 1,2, que j'indique comme ceci, c'est tout simplement la déformation sur le plan perpendiculaire à l'axe x1 dans la direction de x2. Lorsque vous prenez epsilon 1,3, c'est tout simplement la déformation sur le plan perpendiculaire à l'axe x1 dans la direction x3. Et donc, je vais ici vous dessiner les axes. Ça veut dire, nous avons ici l'axe x1, nous avons ici l'axe x2, et ici, nous avons l'axe x3. Et donc, lorsque vous regardez par exemple epsilon 1,1, c'est tout simplement la déformation sur le plan perpendiculaire à x1. Regardez que ce plan-là est perpendiculaire à x1, mais dans la direction de x1. Lorsque vous prenez epsilon 1,2, vous êtes toujours sur le plan perpendiculaire à x1, mais dans la direction de x2. Lorsque vous prenez epsilon 1,3, vous êtes sur le plan perpendiculaire à x1, mais dans la direction de x3. Alors, avec cela, donc, en toute généralité, lorsque vous prenez epsilon ij, c'est tout simplement la déformation sur le plan perpendiculaire à l'axe xi dans la direction xj. Ainsi, lorsque vous prenez par exemple epsilon 2,1, epsilon 2,1, c'est tout simplement, comme il s'agit de epsilon 2,1, IC2, JC1, c'est tout simplement la déformation sur le plan perpendiculaire à x2. Vous voyez, x2 comme ceci, et donc ça, c'est le plan perpendiculaire à x2, mais dans la direction de x1. Lorsque vous prenez epsilon 2,3, c'est tout simplement la déformation sur le plan perpendiculaire à x2 dans la direction x3. Est-ce qu'on est encore ensemble?
Nous Oui. sommes ensemble, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. Alors, un autre élément qu'il faut noter, c'est que quand on note la dérivée de θ2 par rapport à x1 et quand on note la dérivée de θ1 par rapport à x2, présente ce qu'on appelle les courbures du feuillet moyen. Nous allons plus ou moins l'expliquer dans la suite. Alors, à présent, je vais encore allumer ma caméra pour vous indiquer le sens physique de ce qu'on appelle effet de membrane, effet de courbure et effet de distorsion transverse. C'est très important parce que cela va nous permettre de comprendre les déplacements que nous allons donner par la suite. Un instant, s'il vous plaît, je suis en train d'activer ma caméra. D'accord, prof. D'accord, monsieur. Alors, est-ce que vous pouvez déjà me voir? Oui. Oui, oui. D'accord. Je vais encore vous expliquer l'essence des effets membraneurs de courbure et de distorsion transverse par rapport au cahier que je tiens. Considérez par exemple que ça c'est une plaque. Je vous ai déjà démontré que nous pouvons les repérer par un système de 3 axes. Ça nous appelons l'axe X1, ça nous appelons l'axe X2 et ça nous appelons l'axe X3. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Oui, monsieur. Avec ça maintenant, je vous ai expliqué ce qu'on a appelé le tenseur de déformation membranaire. Le tenseur de déformation membranaire, c'est tout simplement un tenseur de déformation dans le plan du feuillet moyen. Ça veut dire, lorsque vous prenez par exemple un allongement dans le sens de X1, ça c'est une déformation membranaire. Lorsque vous prenez un allongement dans le sens de X2, ça c'est une déformation membranaire. Alors, ce que vous allez noter, nous l'avions noté par D. Lorsque vous prenez par exemple un plan, l'axe X1, un plan perpendiculaire à l'axe X1, qui est celui-ci, si ce plan-là, vous avez par exemple un déplacement comme ceci, ça c'est ce que nous avons appelé d'un 1-1. Si vous prenez comme cela, ça veut dire sur le plan perpendiculaire à X1, mais dans la direction X2, ça nous allons noter D1, 2, et vous allez remarquer que toutes ces déformations-là ne se produisent que dans le plan du feuillet moyen. Et ça, on va appeler donc l'effet de membrane. Ça veut dire que c'était comme si la plaque était tout simplement soit dilatée ou soit rétrécie dans les deux sens. Dans ce sens, dans l'axe de X1 et dans l'axe de X2. Et l'effet de ces déformations-là, c'est ce que nous avions représenté par la lettre petit d qu'on a appelé les tenseurs de déformation membranaire. Alors, le deuxième type de tenseur, c'est ce qu'on a appelé les tenseurs de courbure, qu'on a noté K, et cela est dû à la courbure de la plaque. Par exemple, lorsque nous prenons dans la direction de X1, la plaque peut se courber comme ceci. Et quand la plaque se courbe comme ceci, vous remarquez bien que la rotation est portée par l'axe θ2. Parce que lorsque vous rotez comme ceci, l'axe de rotation, c'est cet axe qui il va en principe de pousser aujourd'hui. Si vous pouvez laisser Il n'est pas fini. Ils sont obligés de travailler demain. Ouais, non, les commentaires. Stop, les commentaires. Quand vous êtes, vous désactivez votre microphone. Alors, et donc nous avons que, suivant la direction de X1, s'il y a une rotation comme ceci, la rotation est portée par l'axe X2. C'est pourquoi je vous avais montré que lorsque vous prenez phi, le vecteur phi, qui est le vecteur disons le vecteur rotation,
dans la direction de x1, nous avons θ2, tandis que dans la direction de x2, nous avons θ1. Ça veut dire que lorsque vous prenez la rotation dans l'axe de x2, comme la rotation se fait comme ceci, l'axe de la rotation, c'est tout simplement l'axe perpendiculaire à cet sens, et ça sera donc la rotation suivant l'axe x1. Et donc, cela fait que phi2 sera tout simplement moins θ1. Alors, à ce niveau-là, et donc, l'effet de courbure, c'est soit cet effet-ci dans la direction x1 et soit cet effet-ci dans la direction x1. Et donc, ça, c'est ce que nous avions appelé, par exemple, nous avions appelé K11, ça veut dire la déformation dans la direction x1 due à la courbure dans la direction x1. Lorsque vous prenez, par exemple, sur ce plan-ci, la déformation comme ceci, ça sera la déformation 1,2. Lorsque vous allez dans l'autre sens, si vous prenez comme ceci, cette déformation-ci, ça sera ce que nous avions appelé, D2,2, disons K2,2. Alors, ça, c'est l'effet de courbure. Nous avons un autre élément, le troisième effet, c'est ce qu'on a appelé l'effet de distorsion transverse. Cet effet-là, lui, il tend à soulever une partie de la plaque par rapport à l'autre. Supposons que la plaque est sollicitée en deux plans, disons en deux lignes très voisins par deux forces, une force comme ceci et une force comme cela. À ce niveau-là, l'effet de distorsion, lui, il tend tout simplement à surélever une morceau de la plaque par rapport à l'autre. Ça veut dire en faire plus ou moins comme ceci, à faire monter une partie par rapport à l'autre. C'est pourquoi on parle de distorsion transverse. Et donc, pour essayer un peu de résumer l'essence physique de l'effet membranaire, l'effet de courbure et l'effet de distorsion transverse, c'est que l'effet membranaire va provoquer tout simplement la dilatation ou le rétrécissement du feuillet moyen dans son plan, ça veut dire soit comme ceci, soit comme cela, tandis que l'effet de courbure va provoquer soit la flexion dans ce sens ou soit la flexion dans ce sens, et l'effet global, c'est de courber la plaque, pardon. Et enfin, nous avons la distorsion transverse qui aura comme tendance à surélever une partie de la plaque par rapport à l'autre. Et donc, si nous allons par exemple dans la direction de X1, et que nous prenions le plan parallèle perpendiculaire à X1, nous aurons la distorsion transverse, ça sera T1, tandis que ici, lorsque nous prenons l'axe X2, les plans perpendiculaires, nous aurons la distorsion T2. C'est plus ou moins ça le sens physique de ces éléments tenseurs des déformations membranaires, tenseurs des déformations des courbures, ainsi que tenseurs des distorsions transverses. Dans la suite, nous allons voir aussi ce qu'on va appeler les efforts généralisés des membranes, les efforts généralisés des courbures et les efforts généralisés des distorsions transverses, et ils auront plus ou moins le même sens. Donc, à présent, nous allons revenir sur notre document PDF. Et donc, bien de vous expliquer cette décomposition entre tenseurs des déformations membranaires, tenseurs de courbure, ainsi que tenseurs de glissement ou de distorsion transverse. Alors, dans le sens des deux directions, on nous présente plus ou moins les courbures. C'est que si vous prenez par exemple la courbure, je viens de le présenter, c'est une courbure qui est portée par un axe perpendiculaire, par l'axe X2, et la courbure sera notée la variation de la rotation, telle que ça s'écrit, phi 1 dérivé par rapport à 1 sera égal à θ2 dérivé par rapport à 1. Je vous avais expliqué que phi 1 est égal à θ2
Tout simplement par le fait que lorsque vous êtes dans la courbure de la direction X1, l'angle de rotation est porté par l'axe X2. De la même façon aussi, lorsque vous prenez la rotation, la courbure suivant l'axe X2, vous aurez que la courbure sera égale à θ 2 dérivé par rapport à 2. Or, phi 2, la courbure suivant l'axe, dans la direction 2, elle est portée par une rotation dans l'axe X1. C'est pourquoi est-ce que phi 2 est égal à moins θ1. Et à ce niveau-là, phi 2 sera égal à moins θ1 dérivé par rapport à x2. Alors, est-ce que jusque-là, on est encore ensemble? On est toujours ensemble, prof. Ensemble, prof. Et donc, pour aujourd'hui, je préfère mieux m'arrêter par ici. Comme ça, j'aurai le temps pour préparer les vidéos que nous allons utiliser pour la séance de demain. Ok, merci donc, monsieur, j'étais déjà à 1%. Heureusement pour toi. On prend, heureusement pour moi. On prend non, mais sinon quand même, la fin de notre cours était très très intéressante, hein, monsieur. Enfin, je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait déjà du calme et parce que tout le monde était connecté et concentré, mais sinon, avec la webcam, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est mieux déjà directement? Parce que le fait de vous voir, c'est mieux que de vous entendre uniquement. Là, je demande à mes camarades. Oui, moi aussi, je trouve. Oui, avec la webcam, c'est encore mieux. Parce que c'est mieux, n'est-ce pas? Il y a des signes. Il y a des signes. Lorsqu'il faut poser des questions, par exemple, si il veut nous expliquer